On va commencer. OK, alors, donc, on est à la troisième rencontre sur ce thème où vous avez vu un petit peu qu'Émilie Carr est un peu comme un prétexte à... je me laisse aller dans toutes les directions, mais en tout cas, de toute façon, elle est toujours là un peu, vous allez voir encore aujourd'hui. Et donc, on a vu les deux dernières fois, vous vous souvenez, enfin, on a parlé donc de cette notion de beauté et cette notion de sublime. Et on pourrait penser, à première vue, qu'avec ces deux notions, on couvre à peu près tout le champ de l'esthétique. Hein. Et vous allez voir, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une catégorie qui est difficile à situer, qui d'ailleurs, déjà, Freud disait que c'est une catégorie qui n'a pas été beaucoup couverte par les esthéticiens professionnels, mais qui intéresse la psychanalyse. Alors, déjà, on voit que c'était comme un champ plus nouveau. Et quand on lui demandait, alors, de quoi s'agit-il? Alors, il parlait de unheimliche. Là, je fais mon bon, tu sais, je vous mets un mot en allemand comme ça. Tout à l'heure, il y a une bonne personne qui est venue me dire « Hey, vous avez fait une faute d'orthographe là-dedans. » là. Ça, c'est très bon pour l'ego des professeurs, tu sais, parce qu'on veut toujours impressionner. Ah, bon, OK. Non, il fallait dire « die Unheimlichkeit » au lieu de « das », OK? Mais je vais vous expliquer quand même de quoi il s'agit. Alors, on traduit en général par inquiétante étrangeté en français, cette chose-là. En fait, si vous allez près du mot allemand, un, c'est comme la négation, hein, et heimlich, ça fait penser un petit peu à familier, à domestique. Dans heimlich, il y a heim, c'est un peu le même mot que home en anglais. Hein? C'est comme quelque chose de la maison. Alors, quelque chose qui serait non familier, quelque chose qui serait... Freud dit c'est quelque chose qui est proche de nous, puis tout d'un coup qui paraît très étrange ou très troublant, un peu angoissant aussi, effrayant même. Et là, vous vous rappelez, quand on a parlé du sublime, il y avait ce côté-là un peu de terreur. Hein? On est devant un spectacle, comme par exemple dans le tableau de Friedrich que je vous montrais, là, où il y a des blocs de glace là, qui sont en train d'écraser un bateau. Alors, on est devant quelque chose d'effrayant, mais là, vous allez voir, c'est tout un autre ordre. C'est justement dans le tableau de Friedrich qu'il n'y a pas cet élément de familiarité. On n'est pas proche d'un spectacle comme ça. C'est un spectacle inouï que bien peu de gens ont pu voir. Des blocs de glace qui écrasent un bateau, ce n'est pas une chose courante. Tandis que là, dans cette notion-là d'inquiétante étrangeté, c'est de nous... vous allez voir, ça se rapproche beaucoup plus près de nous. Et l'exemple que Freud donne tout de suite de ça, il dit c'est des situations dans lesquelles où un objet qui paraît inanimé se met tout d'un coup à bouger, hein, ou au contraire, un objet qui bouge puis qui a l'air vivant, mais là, tu n'es pas sûr du tout qu'il y a vraiment une âme, comme il dit. Hein. Et alors, donc, c'est un espèce de secteur où la distinction ou la frontière entre vie et mort n'est pas très définie. On a l'impression de passer de l'un à l'autre. Et là, évidemment, l'exemple classique de ça, c'était les fameux automates que les surréalistes aimaient beaucoup, en particulier ceux-là faits par cet horloger suisse qui s'appelle Pierre Jacquet-Droz. Il avait fait 3 personnages qui sont en fait animés. Hein. Il y a toutes sortes de machines à l'intérieur. Et alors, il y a le jeune dessinateur. Alors, il est assis à son petit bureau, mais il fait un petit dessin. Hein? C'est-à-dire que quand il allume, évidemment, ce n'est pas électrique, ça, c'est fait en 1700, c'est fait il y a longtemps. Alors, c'est tout mécanique. Mais disons, il s'anime un petit peu, puis il écrit, il fait un petit dessin. La musicienne joue un petit peu une pièce. Et le jeune écrivain, lui, écrit un seul mot tout le temps, semble-t-il. D'après André Breton, c'est le mot « merveilleux ». Hein? Alors, je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que c'est ça qu'il écrit, mais c'est ce que Breton raconte. Alors, ce genre de... Vous voyez, ça correspond un petit peu à la définition que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est inanimé, mais qui est tellement bien fait, qui est tellement réaliste, si on veut, qu'on finit par hésiter sur est-ce que c'est des vrais personnages ou est-ce que c'est des personnages fabriqués. Un petit peu, peut-être que... Moi, je suis assez vieux pour me rappeler de ça, en tout cas, mais de toute façon, tu sais, le frisson qu'on avait au musée de cire, ici, à Montréal. Hein? On rentrait là, puis il y avait toujours
les guides qui nous faisaient peur là, avec toutes sortes de choses. Puis il y avait toujours un gars planté dans le coin. Puis là, le guide arrivait puis il donnait un gros coup dessus, mais il était en cire, alors donc ça ne pouvait pas trop protester. Alors, c'est ça, cette espèce de limite entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas, qui serait en fait ce domaine de l'étrangeté. Et en fait, c'est un domaine énorme, si on y pense. Hein. C'est tous les domaines, par exemple, où il y a une image qui immobilise la vie, ou au contraire, une image qui s'anime. Hein. Et pensez au mythe de Pygmalion, par exemple, tu sais, le fameux sculpteur grec qui devient amoureux de sa statue, et Vénus, dans sa bonté, la fait revivre, la fait vivre. Hein. Alors là, c'est ça. Là, il y a eu passage, disons, d'une image à la vie, où on pourrait penser l'inverse, comme par exemple, je pense, à fond, ça a été la première intuition de l'invention de la photographie. Hein. La photographie, au début, on voyait ça comme presque un processus de mortification, c'est-à-dire ce qui est animé, ce qui est dans la vie, vous le fixez tout d'un coup, hein, vous l'arrêtez, vous en faites une photo, une image qui ne bouge plus, comme si pour voir le détail de la forme, il fallait l'immobiliser. Hein. Et quand, en plus, on a inventé le rayon X, alors on a dit, ça y est, non seulement c'est un processus de mortification, mais c'est aussi, ça révèle ce que le squelette de l'homme sera, ou de la femme, ce que notre destin futur, si on veut, hein, à travers une image, ça c'est une des toutes premières radiographies faites par Röntgen. Et alors, à partir de là, on a déjà presque une image de ce qu'on sera dans la mort. Puis il y avait des gens d'ailleurs qui disaient, au point de vue religieux aussi, c'est déjà la façon dont Dieu nous voit là, tu sais, dans le futur. Bon, ça je garantis rien, mais toi, de toute façon. OK. Et là, alors le problème, c'est ça, c'est que la photo finit donc par immobiliser. Hein, et on voit, par exemple, dans les premiers essais de photographier le mouvement, comme les photos de ce type-là d'Étienne Jules Maré, le fameux premier photographe du mouvement, un peu le Muybridge français, si vous voulez, c'est l'équivalent de Muybridge. Il a essayé, par exemple, de photographier un cheval qui se déplace. Alors là, l'image devient floue. Hein, on n'arrive plus à la lire. Et c'est ça que la photographie aurait réussi à faire, c'est d'immobiliser l'image et d'en faire, au fond, finalement, une forme très lisible, mais en même temps morte. Hein. C'est ce qu'on paye pour le détail des formes, le détail de la forme. Le résultat, c'est aussi que c'est fixé. Hein, ça ne bouge plus. On passe dans l'inanimé. Hein. Et alors là, c'est vrai que dans les débuts de la photographie, on faisait ça, comme dans cette caricature de Daumier, qui il montre, enfin, les appareils qui servaient à tenir les gens, leur tête pour pas qu'ils bougent trop. Hein. Alors, le vieux, il veut voir sa femme, comment est-ce qu'elle elle résiste. Et j'ai pas mis la légende de la photo, en fait, de ce dessin, mais une de ces légendes, c'est la patience et la vertu des ânes. Hein? Il avait mis ça en dessous. Alors, en voulant dire, c'est parce qu'en fait, les appareils du temps prenaient beaucoup de temps à fixer les images. Il y a aussi l'autre phénomène, ils utilisaient du magnésium, alors des éclairs de magnésium. Alors, une vieille photo, les gens sont toujours comme ça avec la bouche ouverte, parce qu'ils sont sur le choc de ce qu'ils viennent de voir. Hein. Alors, mais là, en tout cas, ça illustre assez bien cette idée de la fixité et de l'immobilité, et donc d'un passage du mouvement à l'immobilité, et donc, si on veut, de la vie vers la mort. Hein. Et l'inverse de ça, évidemment, c'est les images qui s'animent. Hein. Comme, par exemple, ce que je citais tout à l'heure, le mythe de Pygmalion, hein, où là, d'après Ovide, enfin, ce sculpteur qui s'appelait Pygmalion tombe en amour avec la statue qu'il vient de créer, et Vénus, dans sa bonté, lui rend la statue à la vie. C'est-à-dire que là, elle passe donc de l'immobilité, si on veut, vers le mouvement, et donc de la mort vers la vie. C'est donc le chemin inverse, si on veut. Et il semble que ça a bien marché, puisqu'ils ont eu un enfant qui s'appelait Paphos, en plus, après coup. J'ai envie de vous lire un mythe d'un Pygmalion indien, qui est, à mon sens, en tout cas, qui est plus profond que la légende grecque. Je vais juste lire ça, vous allez voir un peu. C'est vraiment la même idée. Alors, je mets cette image-là parce que, vous allez voir, ça illustre bien le texte. Il dit « Un jeune chef était désespérément en amour avec sa femme
qui mourut d'une maladie que, malgré tous leurs efforts, les meilleurs chamans n'arrivèrent pas à soigner. L'inconsolable prince se rendit de sculpteur en sculpteur, leur demandant de faire le portrait de sa femme. Mais aucun n'était capable de produire une parfaite ressemblance. Finalement, il rencontra un qui lui dit « J'ai souvent vu votre femme se promenant avec vous. Je n'ai jamais étudié de près son visage avec l'idée qu'un jour, quelqu'un me demanderait de la sculpter, mais je pourrais essayer si vous me le permettez. » Alors, il fait ça. Vous allez voir, le sculpteur se mit au travail, puis finit sa statue. Quand le jeune chef se rendit chez lui, il vit sa femme morte, assise là, exactement comme elle avait l'habitude de paraître. Rempli d'une joie mélancolique, il demanda au sculpteur le prix de son œuvre. Mais le sculpteur, navré de voir son chef en deuil, lui dit « C'est parce que j'étais peiné pour vous que je l'ai fait. Vous n'avez pas besoin de me payer. » Mais le chef le paya, etc. Le chef avait l'impression que sa femme était retournée chez lui et traita son image comme si c'était elle, changeant ses habits avec ceux de sa femme. Un jour, il eut même l'impression que sa statue commençait à bouger et à partir de ce moment, il l'examinait attentivement chaque jour, car il pensait qu'un jour ou l'autre, elle reviendrait à la vie. Toutefois, même si chaque jour, la statue devenait de plus en plus semblable à un être humain et était certainement vivante, elle n'arrivait pas à se déplacer ni à parler. Un peu plus tard, l'image fit entendre un son venu de sa poitrine comme du bois qui craque, et l'homme sut qu'elle était malade. Chaque jour, l'image de la jeune femme devint plus semblable à un être humain, et quand ils entendirent parler de cette histoire, les gens vinrent de partout dans le monde pour la voir. La femme bougeait un peu, mais n'arrivait jamais à parler. Son mari rêva qu'elle voulait lui dire quelque chose, et c'est dans ses rêves qu'il sut ce qu'elle voulait lui dire. C'est un magnifique mythe, Tlingit, en fait, Tlingit. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est la frontière entre l'art et la vie n'est pas franchie. Plus on avance dans l'histoire, puis on dit ça va finir par s'animer, comme dans le mythe de Pygmalion. Mais là, dans l'intuition du mythe indien, on maintient la distance tout le temps. On ne passe pas de l'un à l'autre. Les deux exemples que je vais vous montrer maintenant, vous allez voir qu'on passe allègrement de l'un à l'autre. Les exemples chrétiens. C'est le fameux problème des images qui bougent. J'espère que ça arrive à personne ici, mais c'est des saints comme Saint Bernard qui sont en extase devant, au fond, un crucifix, enfin, avec une sculpture. Hein. Et soudainement, le Christ détache de la croix et embrasse comme ça Saint Bernard au milieu de ses prières. Hein. Alors, là aussi, c'est toute l'idée des images mouvantes. Hein. Dieu sait si on a cru dans ça pendant très longtemps, et en particulier aussi dans la tradition byzantine, les icônes, des fois, donnent des ordres, pointent à droite et à gauche. Enfin, les images s'animent. On peut rire, mais on a eu ici au Québec, pendant un bout de temps, quelqu'un qui a attiré des foules avec une image de la Vierge qui pleurait. Vous vous souvenez peut-être de ça? Alors, c'est exactement le même type de mentalité là, qui veut que toutes ces images saintes puissent éventuellement bouger. Le bonhomme qui a écrit là-dessus de façon extraordinaire, c'est David Friedberg, qui a fait un livre qui s'appelle « The Power of Image ». Et alors, c'est ça, un de ses chapitres, c'est sur ce genre d'image qui bouge. Il y en a une qui est un peu plus bizarre ici. C'est le même Saint-Bernard qui... Je n'ai pas osé mettre le titre, mais le vrai titre de ça, c'est « La lactation de Saint-Bernard ». Alors... Et habituellement, il y a l'inscription dans le bas de l'image qui, en latin, c'est monstrate esse matrem. Monstrate esse matrem. Montre que tu es une mère. Hein? Alors, une façon de le montrer, évidemment, c'est Alors, ce dévot personnage est gratifié d'un jet de lait comme ça au milieu de ses prières. Hein? Mais c'est vraiment c'est cette idée-là de l'image qui bouge, de l'image qui passe du statique, si vous voulez, au mouvement. Hein? Alors, si on revient, tout à l'heure, je parlais de la photographie, l'exact équivalent de ça pour nous, c'est le cinéma, hein? Où on a, au contraire, une image mouvante. Hein? Et effectivement, on raconte que les toutes premières projections cinématographiques, comme celle des Frères Lumière, par exemple,
créait chez les gens une espèce de réaction de peur. Tu sais, le train qui rentre en gare ici, on le voit, c'est un petit film qui dure quelques minutes, hein, et on le voit arriver. Puis, alors, les gens avaient peur de ça. Ils ont dit, il va passer à travers l'image, il va venir dans la salle. Tu sais. Et alors là, l'image mouvante, le cinéma serait l'inverse de la photographie, c'est-à-dire, on part de quelque chose qui serait statique, puis on le fait bouger. On en fait une image qui bouge. Hein. Et en plus, surtout dans le cinéma muet, ça se tenait uniquement à cette chose-là. Hein. Alors, cette zone un peu imprécise entre mort et vie, entre mouvement et immobilité, c'est là que va se situer, vous allez voir, enfin, un peu toutes les réflexions qu'on a faites sur cette notion d'inquiétant d'étrangeté et comment aussi beaucoup d'art s'est exprimé à travers ce concept-là. Hein. Freud, d'ailleurs, faisait remarquer qu'il y a un domaine où d'une certaine façon, on ne croit pas à notre propre mort, c'est l'inconscient. On ne meurt pas pour l'inconscient. Hein? Vous allez me dire, oui, mon rêve qu'on est mort. Oui, c'est vrai, on est dans le tombeau, là, puis la famille est autour, puis on entend, « Oh, il était-tu bon, il était-tu formidable? » Puis, oui, puis c'est qui va prendre le piano? Puis, ça tourne au cauchemar. Mais remarquez que dans ce genre de rêve-là, on est conscient. Hein? On suit ce qui se passe. On n'est pas vraiment mort. Hein? Alors, c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'il y aurait donc une zone, psychologiquement, si on veut, qui serait où on ne croit pas à sa propre mort. Hein? Je lis juste un petit passage de Freud, là, vous allez voir ce qu'il dit. Il dit « Notre propre mort ne nous est pas représentable. Et aussi souvent que nous tentons de nous la représenter, nous pouvons constater que nous continuons à être là comme spectateurs. » C'est vraiment ce que je viens de vous dire là, dans le rêve. C'est pourquoi, dans l'école psychanalytique, on a pu oser cette déclaration. Personne, au fond, ne croit à sa propre mort, ou ce qui revient au même, dans l'inconscient, chacun de nous est persuadé de son immortalité. Alors, et l'inverse de ça, c'est que dans le conscient, on pourrait dire le degré zéro de la conscience, c'est au contraire la conscience de sa mortalité. Hein? Si l'inconscient lui peut se payer le luxe de ne pas croire à sa propre mort, quand on est conscient, on ne peut pas éviter d'y penser hein, ou de le réaliser. On a tout d'un coup cette possibilité cette espèce de frontière. Et ce n'est pas étonnant donc que d'une part, il y a ce sentiment de fragilité, ce sentiment de notre mortalité, puis d'autre part, toutes sortes de rituels et toutes sortes de procédés culturels, je dirais, pour essayer de filtrer cette chose-là, et au fond, faire écho à ce que l'inconscient est toujours en train de nous dire, on ne mourra pas, oui, peut-être, on est mortel, mais on ne sait jamais, etc. En fait, toute cette... Et au fond, ça va s'exprimer, si vous voulez, dans un thème en particulier, où Émile Icare va s'illustrer aussi, c'est le thème des cimetières. Le cimetière, c'est l'endroit où on prend conscience très fortement de sa mortalité, mais par ailleurs, c'est aussi l'endroit où on, j'allais dire, filtre un peu cette conscience-là. On a des rituels, on a des façons de maintenir la mémoire des gens vivantes, etc. On a des cérémonies, si on veut, qui fait que tout cet environnement-là est un peu, reflète un peu ce désir inconscient d'immortalité. Alors, il y a plusieurs artistes, évidemment, qui ont traité ces thèmes-là. Je vais en prendre un ou deux, là, mais surtout, je veux m'attarder un petit peu à ce genre d'image chez Émile Icare. Disons, Holgate, qui est un peintre montréalais, comme vous savez, qui est allé, avec Marius Barbeau, là, le fameux anthropologue, il est allé se promener sur la rivière Skeena. Ça, c'est dans la Colombie-Britannique, tout à fait dans le nord de la Colombie-Britannique. Et il a fait des aquarelles sur place, mais il a fait quelques tableaux ensuite au retour de ce voyage-là qui s'est fait en 1925-26. Et là, ce qui nous représente ici, c'est un village avec, tu sais, on voit un peu les montagnes rocheuses derrière, mais les maisons qui sont là, ce n'est pas vraiment des maisons, c'est des tombeaux. Hein. Et les chefs, habituellement, étaient enterrés, enfin sous terre, donc, mais au-dessus d'eux, on construisait cette espèce de petit édicule, un peu comme des mausolées, enfin, qu'on pourrait voir. Et là, selon leur degré, selon leur importance, enfin, le mausolée pouvait être plus ou moins important, comme ça. Il y a un de ces petits tableaux-là d'Holgate qui est ici au Musée des Beaux-Arts, vous voyez un peu une forme différente, mais c'est la même idée. Hein.
Les gens du commun sont simplement enterrés ou sont mis des fois aussi dans les boîtes qu'on met dans les arbres, au-dessus pour les laisser sécher comme ça. Mais les chefs, eux, au contraire, avaient le droit à cette espèce de petite tente. Et souvent aussi pour les chamans, c'est-à-dire donc ceux qui s'occupent de guérir les gens, etc., et qui s'occupent des rituels, eux avaient aussi d'autres coutumes funéraires. Hein. Donc, chacun, selon la catégorie auquel vous apparteniez, vous pouviez être enterré différemment. Et donc, ça avait intéressé certainement Holgate, ce genre de coutume-là, puis il avait fait comme ça quelques tableaux autour de ce thème-là. Il a fait aussi des cimetières chrétiens, comme celui-là. Ça, c'est un des derniers tableaux de Holgate, peut-être un des plus lyriques qu'il ait fait, parce que Holgate, ce n'était pas un homme très romantique, hein. C'était plutôt un soldat, etc., quelqu'un qui avait enseigné aussi toute sa vie, etc. Il était assez près de la rationalité, si on veut. Mais là, dans ce dernier tableau, un de ces derniers tableaux qui était fait dans les Laurentides, enfin, il retrouve là, ce côté poétique. On voit une dame là, qui est en train de placer des fleurs sur une tombe, puis les vieilles tombes qui sont tout un peu croches, là, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. La petite église derrière. Et vous savez qu'à ce moment-là, d'ailleurs, Holgate habitait les Laurentides. Alors donc, c'est un sujet auquel il pouvait avoir accès facilement. Hein. Si on se penche maintenant sur l'œuvre d'Émile Icare avec ce thème des cimetières, on retrouve, au fond, un peu la même idée que chez Holgate, là. C'est-à-dire, ce qu'elle nous montre ici, ça a l'air d'un village, mais en fait, ce n'est pas un village, c'est un cimetière indien dans lequel chacun des chefs ou des gens importants ont eu une petite maison, comme ça, une espèce de mausolée construit au-dessus de leur tombe et avec des petites routes là, par lesquelles on peut aller. Et je vous lis juste la façon dont elle décrit ça, c'est assez précis d'ailleurs. Elle dit « Les morts sont enterrés, mais les maisons en miniature, parfaitement faites, sont placées au-dessus d'eux, avec leurs cheminées, leurs fenêtres, leurs portes, etc. À l'intérieur, vous verriez les trésors des défunts, leurs habits, leurs machines à coudre, des jouets d'enfants, des cheveux, des armes, des plats, des chaussures, un peu des chapeaux, n'importe quoi. Et parfois même une photo du décédé, quoique cela ne s'applique qu'aux jeunes, les vieux n'aiment pas leur portrait, n'aiment pas se faire photographier ou quelque chose comme ça. Le cimetière comporte plusieurs petites rues et les petites maisons sont joliment peintes, pas une semblable en couleur et en allure. Elles sont aussi des petits jardins autour de la maison. Alors, ça l'a intéressée. Alors, elle a fait des aquarelles comme ça. Je ne pense pas qu'elle ait fait de peinture à partir de ça. Peut-être, mais enfin, je ne les connais pas. Ça, c'est un autre. C'est une autre de ces petites maisons qui est construite au-dessus d'une tombe, là, et qui... alors, chacun a son style, chacun a sa présentation. Elle avait eu aussi des coutumes plus étranges, en fait, certainement pour elle, qui consistent, comme je vous disais tout à l'heure, à exposer les ossements des morts dans des boîtes qu'on met en l'air, comme ça. Au lieu d'enterrer les gens ou de les incinérer, qui étaient les deux façons qu'elle pouvait connaître. Enfin, bon, les façons chrétiennes d'enterrer les gens, ou aux Indes, on entend toujours parler que les gens peuvent brûler comme ça les morts. Alors, elle savait certainement ça, mais ça lui est paru beaucoup plus bizarre, l'idée de mettre les ossements dans les boîtes qui sont situées comme ça au-dessus de la terre, en fait, qui ne sont pas enterrés du tout, ils sont suspendus dans l'air. Dans la tradition, si on veut, classique, les seuls barbares qui faisaient ça, c'est les Scythes. Hein. Les Scythes sont connus pour avoir enterré aussi leurs morts comme ça au-dessus de la terre. Hein. Alors ça, c'est un dessin ancien qu'elle a fait. Puis ensuite, dans les œuvres plus récentes, il y avait aussi, alors, ces poteaux mortuaires. Ce que vous voyez ici, enfin, un exemple dans un village en particulier, où on a ça a l'air d'un totem, mais en réalité, ce qui est en haut, c'est aussi une boîte avec des ossements, là. Alors, donc, c'est un peu comme si on faisait, au niveau de la sculpture, on faisait ce que la nature pouvait nous faire. Au lieu des arbres, on a des totems, si on veut, avec toute la généalogie du personnage. Puis, lui, le chef important est en haut, il est dans une boîte qui est située au sommet. Et on connaît des tableaux d'Émile Icare inspirés par ce site en particulier, où vous retrouvez le même poteau mortuaire, mais vu d'un autre angle, hein, vu à l'inverse. Mais c'est vraiment la même chose qu'elle a fait. Et alors, c'est ça, une de ces expéditions importantes là, de 1912 dont j'ai déjà parlé. Hein. Elle connaissait aussi
un cimetière chrétien, mais indien, dans une mission de Nord Vancouver. Et ça vient de son amitié avec une Indienne qui s'appelait Sophie. Elle raconte ça dans Cleewick, évidemment, comment est-ce qu'elle rencontre Sophie pour la première fois. C'est quelqu'un qui frappe à sa porte puis qui a des paniers à vendre, hein, comme beaucoup d'Indiens faisaient ça. Puis là, la femme indienne est accompagnée de petits-enfants aussi, puis elle dit « basket, basket », j'ai des paniers à vendre. Et là, très curieusement, une espèce d'amitié va commencer entre ces deux femmes-là pour toute leur vie. Hein. Et alors, de temps en temps, Émilie Carr va visiter Sophie à North Vancouver, là, où se trouve ce cimetière-là. Et là, elle apprend avec le temps que Sophie a perdu beaucoup, beaucoup d'enfants. Elle a été très malchanceuse. Enfin, alors, elle aurait 21 enfants qui seraient morts comme ça, les uns après les autres. Il faut dire que le bonhomme était actif, mais en tout cas, il aurait pu se calmer. Mais en tout cas, alors là, alors elle l'amène dans le cimetière, puis elle lui montre les tombes de ses enfants, etc. Mais là, il s'agit d'un cimetière chrétien. Hein. À North Vancouver, il y a une mission chrétienne là, qui s'occupe des Indiens. Alors là, vous avez des croix, vous avez vous n'avez pas du tout le même genre de façon de procéder, de façon de voir. Là, ici, ça, c'est typique aussi de son œuvre, d'avoir fait d'abord une aquarelle, hein, qu'elle a appelée le gardien solitaire, comme si cet oiseau de tonnerre qui a perdu son aile, puis qui a perdu aussi une aigrette, là, était là en train de garder le cimetière. Hein. Et quant au retour de Paris, où elle a commencé à être influencée par les fauves, elle découvre davantage les contrastes de couleurs. Elle reprend, au fond, la même image, puis elle en fait une image plus contrastée. Et là aussi, ça révèle, dans l'image plus contrastée à droite, ça révèle que le cimetière est aussi un cimetière chrétien. C'est-à-dire, vous voyez des croix qu'on ne voit pas dans l'aquarelle. Et donc, et là, alors, ça veut dire aussi que cette espèce d'oiseau qui est là est devenu comme une espèce de décor. Hein. Il n'a plus la même fonction qu'il aurait eu si ça avait été un cimetière indien pour vrai. Et là, ça a l'air d'ailleurs d'abandonner cet endroit-là puisque l'aile est cassée, etc. Mais en fait, la sculpture datait de 10 ans avant qu'elle ait fait le tableau. Donc, ce n'était pas si vieux, si âgé dans le temps. Et elle s'y est intéressée à ce moment-là. Hein. Et alors, donc, ça, c'est la première réflexion, si on veut, c'est comment, donc, ce passage de la mort à la vie, puis de la vie à la mort, tout ça, c'est cette espèce de région trouble, un peu comment les cultures, en fait, ont essayé de contrôler ces affects-là en créant, par exemple, des cimetières, des rituels, des façons de faire des funérailles, des façons de mener des deuils, etc. Tout ça est très codifié à peu près dans toutes les cultures, avec, comme je vous disais, donc, cette espèce de nostalgie de l'immortalité qu'on voit déjà exprimée au niveau de l'inconscient. OK, ça c'est bon pour la mort des autres, mais qu'est-ce qu'il en est de notre propre mort? C'est toujours la fascination quand Freud dit on n'arrive pas à se représenter sa propre mort. Hein? Et là, je voulais faire intervenir un autre psychanalyste, peut-être un peu plus difficile, qui est Lacan, mais qui parle de deux morts. Il dit on passe par deux morts. Une mort réelle, que tout le monde va avoir, mais avant ça, en général, il dit il y a une mort symbolique. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tout le domaine du symbole, évidemment, c'est le domaine de la culture. Hein? Et ça voudrait dire qu'il peut arriver à un moment donné où vous survivez plutôt, mais vous avez fini d'avoir un sens, disons, dans la vie que vous avez fait jusqu'à présent. Vous étiez identifié comme professeur, comme ingénieur ou médecin, etc. Vous prenez votre retraite, puis là, vous avez une espèce de période où vous êtes mort symboliquement, si on veut, c'est-à-dire que tout ce qui faisait le sens de votre vie est en train de disparaître, mais vous n'êtes pas encore mort réellement. Hein. Et alors, Lacan parle de ces deux morts, en fait, cette espèce d'hypothèse des deux morts, mais il ne pense pas à la retraite, lui, il pense plutôt à des exemples classiques, là, comme Oedipe. Hein. Alors, l'histoire d'Oedipe peut être interprétée avec ce concept-là aussi, c'est-à-dire que pas l'Oedipe qui affronte le Sphinx, là, comme dans le fameux tableau de Ingres,
mais l'Édipe après la découverte de son crime, c'est-à-dire d'avoir tué son père et d'avoir épousé sa mère. Hein. Et vous allez dire, oui, mais il s'en était pas rendu compte. En fait, d'après la légende, Édipe est inconscient que la personne qui tue sur la rue est son père. Il est inconscient aussi quand il marie sa mère que c'est sa mère. Mais pour les anciens, ça ne compte pas, ça. Conscient ou pas, vous avez franchi des interdits qui sont absolument inacceptables, et vous êtes au-delà, donc d'une certaine façon, du domaine symbolique, là, du domaine de la culture. Hein. Vous êtes rendu dans un no man's land là, où il n'y a plus de... la vie perd son sens. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, dans le mythe d'Œdipe, quand il découvre justement la vérité à propos de ses actes, il se crève les yeux. Hein. Il ne veut plus se voir comme faisant partie des vivants. Et c'est ça que la sculpture n'a pas très bonne qualité, mais en tout cas, au moins c'est une image qui montre le vieil Oedipe aveugle avec sa fille, parce qu'il a besoin d'elle pour se conduire dans les villages, etc. Et là, c'est ce qu'on appelle Oedipe à colonne, c'est-à-dire que comment, étant vieux, ayant perdu le sens, ayant au fond franchi les interdits propres à sa culture, hein, et étant maintenant dans une espèce de no man's land où il est au-delà de l'humanité d'une certaine façon, mais pas vraiment mort non plus. Hein. Alors, il est entre ces deux morts dont parlait Lacan. Hein. Il est dans cette zone. Alors là, c'est vraiment la zone par excellence pour l'inquiétante étrangeté parce qu'on perd tous nos repères. On n'a plus ce que j'expliquais avant, c'est comme dans les cimetières où le rituel définit toutes les formes de réagir, etc. Là, on n'en a plus. Il y a plus. C'est l'endroit aussi, éventuellement, où les fantômes ou les esprits, tout ça, vont commencer à pulluler, si on veut. Hein? C'est comme une espèce de au-delà de la vie bien encadrée par les coutumes, par les rituels, par la culture. Là, on rentre dans une zone plus obscure qui est justement cette zone d'inquiétante étrangeté. Hein? Et l'autre exemple que donne Lacan, je pense que vous allez le reconnaître, c'est une histoire d'Edgar Allan Poe. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là. Ça s'appelle « The Case of Mr. Voldemort ». Puis je suis sûr qu'il a choisi le nom exprès. C'est un vieux monsieur qui est à l'Arctique de la mort et qui rencontre un hypnotiste. Et l'hypnotiste dit, j'ai envie, si vous voulez, il dit, je vais essayer de vous hypnotiser à la veille de votre mort, puis on va voir si je peux vous prolonger comme ça, puis vous allez pouvoir vous réveiller, peut-être vivant plus tard. Tu sais. Hey, c'est le gars qui va trouver la patente de ça. Il va faire pas mal d'argent. Alors là, la traduction d'Edgar Poe est faite par Baudelaire. Alors c'est tentant de vous la citer telle qu'elle. Alors il dit, « Monsieur Valdemar », ça c'est l'hypnotiste qui lui parle, là. Ça fait 7 mois qu'il est sous hypnose, là, après qu'il a accepté. Hein, ça a marché jusque-là. OK? « Monsieur Valdemar, pouvez-vous nous expliquer quelles sont maintenant vos sensations et vos désirs? » Il y eut un retour immédiat des cercles hectiques sur les joues. La langue trembla, ou plutôt roula violemment dans la bouche, quoique les mâchoires et les lèvres demeurassent toujours immobiles, et à la longue, la même horrible voix que j'ai décrite fit irruption. « Pour l'amour de Dieu, vite, vite, faites-moi dormir, ou bien vite, éveillez-moi, vite, je vous dis que je suis mort. Hein? » Ça, c'est incroyable. Personne ne peut dire ça. Hein? OK. J'étais totalement énervé, dit l'hypnotiste, et pendant une minute, je restais indécis sur ce que j'avais à faire. Je fis d'abord un effort pour calmer le patient, mais cette totale vacance de ma volonté ne me permettait pas d'y réussir. Je fis l'inverse, et je m'efforçai aussi vivement que possible de le réveiller. Je vis bientôt que cette tentative aurait un plein succès, ou du moins, je me figurais bientôt que mon succès serait complet, et je suis sûr que chacun dans la chambre s'attendait au réveil du somnambule. Quant à ce qui arriva en réalité, aucun être humain n'aurait pu s'y attendre, c'est au-delà de toute possibilité. Comme je faisais rapidement les passes magnétiques à travers les cris de « mort, mort », qui faisaient littéralement explosion sur la langue et sur les lèvres du sujet, tout son corps, d'un seul coup, dans l'espace d'une minute, et même moins, se déroba, s'émietta, se pourrit absolument sous mes mains. Sur le lit, devant nous, devant tous les témoins, gisait une masse dégoûtante et quasi liquide, une abominable putréfaction.
Alors là, je vous fais rentrer dans le uncanny, dans l'inquiétante étrangeté. Hein. Ce que ça... on va enlever ça parce que c'est épouvantable. Ce que Lacan essaie d'expliquer là-dedans, justement, c'est ça. Dans le fond, finalement, de notre inconscient, d'une certaine manière, il y a toujours cette espèce d'image horrible que des gens comme Edgar Poe sont capables d'exprimer puis sont capables de sortir. Hein, que la réalité physique de la mort est là, toujours un peu sous-jacente. Hein. Quand je disais tout à l'heure que pour l'inconscient, on est immortel, mais pour le conscient, le degré zéro de cette prise de conscience d'exister, c'est le sentiment de cette mortalité. Hein. Alors, c'est comme l'inverse. Hein. Et alors, Dieu sait si cet entre-deux, si on veut, a été l'objet de réflexion et de création par les Premières Nations. Hein. C'est un secteur qui les a fascinés et sur lequel ils ont beaucoup réfléchi et, au fond, beaucoup produit aussi. Hein. Les masques qui étaient à l'exposition d'Émilie Carr, que vous avez pu voir, là, ces deux-là, qui viennent du musée McCord, en fait, et sont des masques d'ancêtres. Hein. Alors déjà, ça, c'est intéressant, parce qu'un ancêtre, c'est quelqu'un qui est déjà mort, mais qui est encore vivant d'une certaine façon. Autrement dit, qui renverse ma proposition. La mort symbolique dure plus longtemps que la mort réelle, dans le cas d'un ancêtre. Hein. Pourquoi? Parce que l'ancêtre, c'est celui qui dicte quelle est la culture, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est lui qui a créé la lignée dans laquelle on se trouve maintenant. Hein. Alors, d'ailleurs, toute personne, disons, chez les Haïda, chez les Tlingit, tout ça, ont une espèce de relation comme ça aux ancêtres. Enfin, à la fois le clan, si on veut, la tribu, a une relation à des ancêtres fondateurs qui appartiennent à un temps passé avec lequel on n'a pas de contact, mais qui, par contre, sont encore actifs aujourd'hui, puisque c'est eux qui définissent comment se comporter, quoi faire, quelles sont les cérémonies qu'il faut faire, puis et la seule chose qui va les faire disparaître vraiment, c'est quand notre culture va disparaître. Hein. C'est-à-dire quand la culture des Indiens va être tellement assimilée à tout ce qu'on leur enseigne, etc., bien là, les ancêtres vont disparaître enfin. Hein. Alors, c'est comme si on renverse la proposition. La mort réelle a déjà eu lieu, les ancêtres sont morts, mais d'un autre côté, leur mort symbolique se prolonge aussi longtemps que la culture se prolonge. Et de fait, pourquoi on fait ces masques-là? Évidemment, c'est pour les réactiver d'une certaine façon. On fait des cérémonies dans lesquelles on réaffirme quelles sont les grandes idées, quels sont les grands mythes, quelles sont les façons de se comporter, qui est dans la hiérarchie entre toutes les tribus, lequel qui est le meilleur, etc. En fait, donc, toute cette... je vous parlais la dernière fois de ces deux saisons, là, la saison de l'été qui est la saison de la chasse, puis tout ça, puis au contraire, la saison d'hiver qui est la saison des mythes. Les ancêtres appartiennent à la saison d'hiver. C'est là qu'ils sont le plus présents, c'est là qu'ils reviennent et qui assurent donc la pérennité de la culture. C'est eux qui sont responsables de cet aspect-là. Hein. Et... au fond, ce qui est derrière ça, c'est assez extraordinaire parce qu'on pourrait dire, pourquoi on a besoin de la culture d'une certaine façon? Bien là, l'histoire de Val-des-Morts, tout ça nous révèle un peu. C'est-à-dire que si on n'a pas ces espèces de garde-fous symboliques ou ces rituels, hein, on est laissé dans une zone très, très obscure. Hein. Et je lisais dans un philosophe... yougoslave, enfin non, tchèque, je pense, contemporain, qui s'appelle Slavoj Žižek, je ne sais pas comment prononcer ça. Il dit qu'il devient paranoïaque quand les gens prononcent son nom comme il faut. Il parlait de quelque chose qui nous est très familier, de Descartes. Vous vous souvenez, ce passage dans Descartes où il découvre le doute, là, hein? Je me mis à douter de tout. Je n'étais pas sûr de mes sens. On peut se faire tromper parce qu'on voit, etc. Mon imagination me disait qu'il y avait un démon qui pouvait détruire toutes mes convictions, etc. Puis peu à peu, il fait l'expérience comme ça de s'être réduit. Il cherche au fond une certitude. Quelle est la seule certitude? Il dit, la seule certitude que j'ai, c'est que je doute. Et que si je doute, je suis. Hein? Et qu'est-ce que je suis si je doute? Bien, il dit, je suis au moins une substance pensante. Et là, peu à peu, il reconstruit tout le monde tel qu'on le connaît. Je suis une substance pensante, mais imparfaite, puisque je doute. Et donc, la perfection existe. Si la perfection existe, ça doit exister pour vrai. Alors, ça doit être Dieu. Puis là, peu à peu, il reconstruit tout l'univers. Mais
cette dégringolade vers le doute absolu, comme ça, c'est presque une expérience de la folie. Hein. C'est que vous enlevez toutes les garde-fous propres à la culture et vous vous réduisez soudainement à une seule chose, la conscience d'être un moi qui a une mortalité. Hein. Et alors, d'une certaine façon, l'expérience de Descartes n'est pas simplement une expérience intellectuelle, mais c'est une expérience un peu troublante, c'est-à-dire d'aller comme ça au fond même de l'expérience humaine, de s'interdire toute espèce de dimension qui pourrait nous rassurer ou nous garder, et là, d'aboutir comme ça, finalement, à ce fond-là qui est irréductible, enfin, qui est la conscience de moi et la conscience de son immortalité, de sa mortalité. Et à partir de là, donc, je disais, Descartes réussit à reconstruire la culture, mais c'est aussi vrai pour nos Indiens quand ils disent que, OK, il faut refaire ce monde symbolique, il faut l'assurer, il faut que les ancêtres nous en assurent, mais le monde symbolique n'a pas à être le même monde que le monde réel. Et là, moi, je trouve que le meilleur exemple de ça, c'est leur art, dans lequel ils déconstruisent les formes et les réagencent d'une autre façon. Hein. C'est un art qui est réaliste sans l'être. Hein. C'est-à-dire, par exemple, ici, dans ce coffre qui est fait là, par Captain Carpenter, là, qui est un des grands artistes Haïda, vous avez, on voit des yeux ici, enfin, vous avez donc une forme, puis ici, c'est une nageoire caudale, alors une forme de baleine, là, si on veut, mais elle est coupée comme en deux, elle est étalée comme ça, et ensuite, elle est associée, je ne sais pas si vous remarquez, ici, de chaque côté, il y a comme des griffes, là, hein, il y a comme des mains, si on veut, hein, avec des doigts, de l'autre côté aussi, et elle est associée à une image d'aigle. Alors, les deux animaux sont divisés, ils sont étalés comme ça, symétriquement de chaque côté, puis, alors, dans tous les vides qui se présentent, il y a des motifs qui interviennent, etc. Donc, on part bien de la nature, mais on la défait, et on la reconstruit. Hein? Et c'est précisément ça, le rôle du monde symbolique, c'est de partir de ce qui est, de le défaire, puis de le refaire, mais pour nous, de l'humaniser, si on veut, d'en faire quelque chose d'humain, quelque chose dans lequel on puisse fonctionner. Alors, Dieu sait si Émile Ricard a été sensible à cet aspect-là. Hein, vous vous rappelez, je pense que je vous citais ça la dernière fois, quand elle disait qu'elle n'aimait pas beaucoup les déformations faites par les artistes modernes à Paris du corps humain, mais que chez les Indiens, elle trouvait ça justifié parce que, justement, elle dit il lui donne un sens. Bien là, vous l'avez, le sens. Hein, c'est que grâce à cette reconstruction de l'image en des formules qui ne sont pas, disons, réalistes, vous avez, par contre, l'affirmation d'une culture, vous avez l'affirmation d'un style, d'une façon de concevoir le monde qui, elle, alors, mérite d'être conservée, mérite d'être gardée. Et je voulais terminer par l'analyse d'un tableau particulièrement intriguant, enfin, qui était à l'exposition d'ailleurs, et qui, vous allez voir, d'une façon étrange, recoupe notre thème de l'étrangeté. Il s'agit d'un tableau qu'elle a fait lors d'un voyage dans les îles de la Reine Charlotte. Alors ça, c'est vraiment au nord de la Colombie-Britannique, et elle s'est arrêtée dans un petit endroit qui s'appelle Tanou, ici. Hein? Et là, en visitant cet endroit-là, elle a vu les totems. Là, cette photo-là a été prise il y a longtemps, en 1901, et les totems ne sont plus à cet endroit-là maintenant. Il y en a un en particulier qui l'a intéressé, qui est le Weeping Totem, là, comme elle l'appelle, le totem pleureur, si on veut, qui a été transporté maintenant à Victoria. Alors, ce que vous voyez à droite, c'est la photo du même totem qui serait à gauche sur la photo. C'est pas facile à voir, mais en tout cas, tu es obligé de me croire un peu, mais c'est le même totem, et il a été brisé beaucoup, évidemment, toute la base n'est plus telle qu'elle, le sommet est disparu. On a gardé que le centre où on voit donc cette espèce de chef dont les larmes semblent couler des yeux. Et au bout des larmes, il y a des petits personnages, hein, comme des enfants, si on veut. Et là, on ne le voit pas ici beaucoup, mais il tient entre ses mains, le chef, il y a... oui, on peut le voir, je pense, un peu. Et il y a une espèce de bête là, qui est en train de tenir, et c'est identifié en fait comme une espèce de grenouille, ça, cette chose-là. Et le totem l'a frappé. Alors, elle a fait comme elle fait toujours, d'abord une aquarelle,
hein, ou un lavis, si on veut. C'est fait à peu près dans ces couleurs-là que vous voyez ici, en pensant qu'au retour, elle pourrait faire un tableau. Et effectivement, elle a fait ce tableau-là, qui était à l'exposition cet été. Vous l'avez peut-être vu, là, il était dans la chambre là, où il y avait les œuvres de maturité, hein, des œuvres de 1928. Alors, on retrouve notre Weeping Totem, là, avec le personnage qui pleure. Bon, l'animal qu'il tient près de lui, ça n'a pas beaucoup l'air d'une grenouille, cette affaire-là, mais c'est ici. Mais peut-être qu'elle a mal compris de quoi il s'agissait, en tout cas. Et puis ensuite, il semble que le gros personnage sur lequel il est aussi est un autre grenouille, et vous allez voir pourquoi. Et là, bon, elle fait son tableau, je pense, elle fait le mieux possible, en essayant d'être le plus fidèle possible. D'ailleurs, c'était toujours une de ses intentions d'être, comme ce qu'elle disait, être un peu l'historien hein, des Indiens. Elle voyait leur culture disparaître tranquillement. Les totems, comme ça, c'est un bon exemple. Ce totem-là n'est plus dans son village où il était. Il est rendu maintenant dans les musées. Alors, elle voyait ce processus-là. Donc, elle sentait la nécessité de garder mémoire de tout ça. Hein. Et là, je ne sais pas si elle s'est interrogée un peu sur le sens de pourquoi représenter un chef comme ça qui pleure. Tu sais. Et là aussi, évidemment, il y a c'est lié à une mythologie. Hein, vous comprenez bien, il y a aussi des histoires qui sont racontées à propos de ce chef-là et que le totem pourrait illustrer. Hein. Je vous lis d'abord ce qui est l'explication classique, disons, du Weeping Totem. C'est un mythe, alors, dans lequel vous allez voir que tous les détails du totem semblent expliqués. Quand il gouvernait son peuple sur l'île la plus au nord du groupe des îles de la Reine Charlotte, le chef qui rit tout le temps, alors ça c'est le Laughing Chief, hein, avant de pleurer comme ça, il était très joyeux, était sage et savait que ces gens seraient bien traités du grand esprit, aussi longtemps qu'eux-mêmes seraient bons pour toutes les créatures vivantes. On pouvait tuer pour manger, mais pas pour le simple plaisir de tuer. Alors ça, ce serait la pointe du mythe, hein, ou si vous voulez, l'intention principale. Or, le chef qui rit tout le temps apprit que le cerf était gras sur l'île de Tanou, et ces gens aimaient le cerf gras. Aussi organisa-t-il une partie de chasse avec 7 de ses fils, 2 de ses petits-fils et 7 canots pleins de gens. Ils arrivèrent à leur campement en soirée. Les hommes ramassèrent du bois d'épave et firent du feu avec des bâtons et du silex. C'est la façon ancienne de faire du feu. Le matin, le groupe des chasseurs se sépara en plus petites unités et partirent à la poursuite du cerf de Tanou, mais laissèrent les 2 garçons au camp. « Prenez soin du feu, mes petits-enfants, leur dit le vieux chef, car il est plus facile d'entretenir un feu que d'en commencer un nouveau. »« Nous le garderons fidèlement, grand-père, répondirent-ils. Mais quand les chasseurs revinrent le soir, ils trouvèrent le feu éteint. « Qu'est-il arrivé au feu? Demanda le chef. « Pourquoi l'avez-vous laissé s'éteindre? »« Ce sont les grenouilles, répondit le plus vieux des garçons. »« Oui, confirma le plus jeune. Quand nous avons ramassé du bois, nous avons trouvé une grosse grenouille, et quand nous l'avons jetée au feu, elle s'enfla et éclata avec un grand bruit. On l'a bien ri, dit le plus vieux. Les petites comme les grandes, elles ont toutes éclaté avec un grand bruit. Mais la dernière était la plus grosse, ajouta le plus jeune. Quand elle éclata, elle éteignit le feu. « Oh, malheur, malheur, mes enfants, s'écria le vieux chef. Ne saviez-vous pas que ceux qui font du mal à l'une des créatures du grand esprit s'exposent à souffrir de la même manière? Qu'avez-vous fait? S'écria à son tour le père des garçons. Nous devons quitter ces lieux au plus vite. Nous ne pouvons rester pas même le temps de ramasser le produit de notre chasse. Au canot, et rapidement, ajouta le vieux chef. Alors qu'ils s'apprêtaient à sauter dans leurs 7 canots, la terre commença à trembler et à rugir, du feu sortit du sol, les arbres se mirent à tomber, et le sol où se tenaient les hommes s'ouvrit, les engouffrant tous les uns après les autres. Ils périrent tous, seul le vieux chef survécut, et quand il revint à la maison, il se fit connaître comme le chef qui pleure tout le temps ses enfants. Non, vous comprenez pas? Le totem a été sculpté et érigé. Alors là, donc, c'est la légende qu'on raconte pour expliquer le totem. Et effectivement, ça explique plusieurs détails. Les grenouilles qui sont là, les pleurs du chef, le fait que les pleurs se terminent avec des têtes d'enfants, hein, comme si il pleurait justement les enfants, etc. Hein. Ça reste, malgré tout, cette explication très rationnelle, ça reste un petit peu douteux parce que la morale écologique là, qui est derrière l'histoire, ça a l'air moderne, ça. Et on prête assez généreusement aux Indiens une conscience écologique formidable. On leur attribue ça, nous autres, facilement.
Et je ne suis pas sûr qu'ils sont toujours d'accord avec ça. Et effectivement, il y a d'autres explications du totem qui sont beaucoup plus étranges. On parle d'une espèce de chef, on appelle ça un chef de la mer. Alors, donc, c'est quelqu'un qui vit sous l'eau. Déjà, on n'est plus dans le monde ordinaire. Et qui avait un problème avec ses yeux. Ses yeux sortaient de leurs orbites. Et pour manger, il ne voyait pas ce qu'il mangeait. Alors, il fallait que quelqu'un les ramène là. Alors, il regardait. Ensuite, il était édenté, vous voyez. Donc, c'est vrai que le chef ici était édenté. Et donc, il avalait les proies toutes grandes. Il mangeait du phoque, lui, c'est un chef de la mer, alors, c'est une espèce de monstre marin, si on veut. Et il expectorait les os, là, quand il avait fini de digérer, pouf, ça sortait comme ça. Bon. Là, on dit, hey, ça, c'est vraiment tout autre chose. On a affaire à toute une autre explication, beaucoup plus mythique, et, beaucoup plus bizarre. Par contre, cette idée des yeux qui sortent et qui se ramènent, ça fait penser très, très curieusement à la fameuse histoire de l'homme au sable que raconte Freud, justement, dans le petit texte que je citais au tout début de la conférence, c'est pour ça que je vais finir avec ça, dans lequel, pour expliquer un peu ce sentiment d'étrangeté, il raconte un conte de Hoffmann. Hoffmann, bon, vous savez que Offenbach a fait un opéra à partir des contes d'Hoffmann, mais c'est un écrivain d'abord, en fait, c'est quelqu'un... Et le Sandman, ou l'homme au sable, c'est une histoire assez horrible aussi, assez bizarre, qui est tout à fait dans l'inquiétante étrangeté. C'est un jeune étudiant qui rencontre un opticien à un moment donné et il lui achète une longue vue. Ça commence comme ça un peu. L'opticien s'appelle Spallanzani. Et là, avec la longue vue, il se met à épier un peu son professeur. Et il découvre par la fenêtre que le professeur a une fille qui est absolument magnifique, qui est très belle, mais qui n'a pas l'air à bouger beaucoup, qui dit presque rien. Bonsoir, monsieur, bonsoir, madame. Toujours un peu les mêmes petites formules. Et il apprend qu'elle s'appelle Olympia. Hein. Et alors, il tombe follement amoureux d'elle. Il néglige sa propre fiancée. Et un jour, il se rend voir Olympia, enfin, pour demander au professeur la main de sa fille. Hein. Et là, il entre, et là, il y a une espèce de bataille entre les deux bonshommes. Il se rend compte d'abord que Olympia est en fait un automate. Hein. C'est une poupée, si on veut. C'est quelqu'un... Alors, et c'est évidemment les deux bonshommes qui ont créé ça de toutes pièces à partir de leur spéculation. Et les yeux ont été faits évidemment par Spallanzani, et l'autre, le père de cette fille imaginaire, aurait fait le corps. En tout cas, alors, quand le jeune étudiant rentre là, ils sont en train de s'arracher Olympia. Hein, ils se battent pour à qui l'aurait. Hein. J'ai essayé de trouver des images sur Internet. Je vais laisser faire la grenouille. Là, vous avez l'étudiant qui tombe en amour avec Olympia, qui est en fait un robot, d'une certaine façon. Hein. Et là, la scène horrible où il arrive sur place. Et là, quand ils se battent comme ça, à un moment donné, les yeux d'Olympia tombent par terre. Hein. Alors, donc, ça fait penser un petit peu à mon histoire du chef qui perd ses yeux et qui peut les ramener. Et Freud, vous imaginez bien comment est-ce qu'il explique ça. Il voit tout de suite le complexe de castration là-dedans. De se faire arracher les yeux, c'est la chose la plus terrible qui peut arriver. Mais c'est vrai qu'on dit, c'est précieux comme la prunelle de mes yeux, etc. On a certainement un attachement physique très profond comme ça. Et donc, là aussi, enfin, d'une certaine manière, à la fois par l'intérêt que les Indiens ont eu pour cette zone que j'appelais entre deux morts, et aussi toute cette littérature enfin, qui est née. Vous comprenez que ça n'a rien à voir avec le sublime, hein? Ça n'a rien à voir non plus avec une notion de beauté comme harmonie, mais c'est un domaine qui est quand même caractérisé, qu'on appelle l'inquiétante étrangeté, hein? Et dans laquelle je pense bien qu'Émile Ricard n'aurait jamais pu entrer, sauf par le biais, évidemment, de l'art indien, de la culture des Indiens. Alors, merci. OK.